Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 30 janvier 2021 pour le 221e rapport de situation sur le Donbass. Je m'excuse pour l'absence de Citrep la semaine dernière, mais je suis tombée l'après-midi même après avoir préparé le plus gros du Citrep et je me suis blessée, je me suis cassée la main gauche. Résultat des courses, je n'étais bien sûr pas en état de filmer le rapport de situation, donc voilà, celui-ci va être un petit peu dense, je vais essayer d'aller vite pour que ce soit pas trop lourd, parce que je couvre quand même des nouvelles qui étaient importantes de la semaine dernière et les nouvelles de cette semaine. Cette semaine, donc on va voir principalement la doctrine Donbass russe qui a enfin été présentée officiellement, le retour du comeback de l'affaire délirante concernant Navalny, des nouvelles concernant le MH17 et surtout la situation en Ukraine. Sur le plan militaire, du 23 au 29 janvier 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 35 reprises, donc on est à plus qu'il y a 2 semaines, durant lesquelles elle a tiré 271 munitions, soit plus là aussi, dont 28 obus de mortier de 120 mm. Donc là on en a moins, mais il n'y a que du 120 mm, il n'y a pas de 82. Il faut y rajouter les 6 violations du cessez-le-feu et les 30 munitions, dont 2 missiles anti-chars tirés par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Samedi dernier, un soldat de la RPD est mort à Staromykhailovka lorsqu'un drone de l'armée ukrainienne a largué un engin explosif sur les positions de la milice populaire où il se trouvait. La RPD a commencé un petit peu à hausser le ton et à dire à l'Ukraine d'arrêter des provocations parce que sinon on va finir par répondre et ça va faire très mal. Les pertes hors combat côté ukrainien sont cette semaine de 2 morts et 10 blessés. Et puisqu'on parle de violation des accords de Minsk, on va parler armes lourdes, puisque l'armée ukrainienne continue d'en déployer près de la ligne de front. Cette semaine, les services de renseignement de l'RPD ont détecté le déploiement de 59 pièces d'armement lourd en violation des accords de Minsk, à savoir dans le détail un obusier automoteur Gvozdika de 122 mm, 6 systèmes de défense antiaérien Strela 10, 3 systèmes de défense antiaérien Zhuzhka, 5 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, 36 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 3 automitrailleuses type BRDM et 5 véhicules de transport de troupes type MT-LB. Bien sûr, pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne continue de brouiller les signaux des drones de l'OSCE. Donc je vais vous montrer la petite carte pour cette semaine. Comme on voit, ils sont toujours pas très clairs quand on vient à brouiller autant de fois les signaux des drones de l'OSCE, c'est que tu as des trucs à cacher. Et donc, je vous le disais, la grande nouvelle de cette semaine, ça a été le forum d'intégration Donbass russe, qui a eu lieu le 28 janvier à Donetsk, lors duquel la doctrine du même nom a été présentée. Donc, a été présentée non seulement à des officiels de la RPD et de la RPL, mais aussi à une délégation venant de Russie, comprenant 2 députés russes de la Douma, mais aussi Margarita Simonyan, la rédactrice en chef de Russia Today. La doctrine fait presque 50 pages, elle rappelle l'histoire du Donbass, donc depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque ukrainienne et même ensuite après le coup d'état du Maïdan, rappelle pourquoi le Donbass s'est soulevé en 2014 contre le résultat du coup d'état du Maïdan. Ensuite, elle dresse les objectifs pour l'avenir, donc qui est en fait d'intégrer le Donbass à la Russie, fixe aussi un certain nombre de principes, et 7 étapes importantes à réaliser dans un avenir proche pour réaliser les objectifs. Les principes qui sont au cœur de la doctrine, c'est le droit du peuple du Donbass à l'autodétermination, la création d'un État national russe, l'urgence de l'adaptation et du développement du patrimoine culturel, l'affirmation de la culture comme fondement de la construction de l'État et de sa sécurité, la reconnaissance de l'universalisme et du caractère intégrateur de la langue russe qui est à la base de la mentalité des habitants du Donbass, le principe d'harmonisation des intérêts de l'État et des intérêts personnels collectifs et individuels dans le cadre de l'État de droit et de la démocratie. C'est pas mal pour des gens qui se font traiter de terroristes par l'Ukraine. Mais aussi le principe de la tolérance religieuse et de l'harmonie confessionnelle. Puisque je rappelle que dans le Donbass, comme en Russie, on est multiethnique, multiculturel, multireligieux. Il y a de tout ici. Voilà, orthodoxes, protestants, catholiques, juifs, musulmans, t'as tout ce que tu veux ici. Au niveau des priorités de développement, il y en a 3 grandes qui sont fixées dans la doctrine, qui est le bien-être national basé sur l'économie et la culture industrielle et post-industrielle au sein d'un espace économique unique avec la Russie. Alors c'est assez intéressant parce que ce point de la doctrine fait directement écho au discours de Vladimir Poutine à Davos,
que j'ai traduit. Je vous le mets pas aujourd'hui dans le site rep, je vous mettrai le lien dans le sommaire. Vous irez voir sur Donbass Insider, je vous encourage à aller le lire, c'est très intéressant. Où en gros Poutine dit que l'économie doit être faite pour assurer le bien-être de l'homme, et non pas l'homme qui doit être un outil au service de l'économie. Et là on retrouve un peu la même chose dans la doctrine, donc c'est très très intéressant, on voit une communauté de pensée et d'opinion sur ce sujet-là entre le Donbass et la Russie. Le deuxième priorité, c'est le travail en faveur de la prospérité de la terre et de son peuple, en faveur de la justice sociale. Et enfin, troisièmement, l'affirmation d'une éthique du travail et d'une vision industrielle du monde qui s'oppose au parasitisme mondial et au néocolonialisme. Voilà, et donc pour atteindre ces objectifs, comme je le disais, la doctrine donc donne 7 étapes qui devront être accomplies dans un futur proche. D'abord, la cessation des hostilités, l'élimination de la menace militaire qui pèse sur la population de la RPD et de la RPL, l'établissement constitutionnel, juridique et politique de la RPD et de la RPL en tant qu'État national russe pour le peuple russe du Donbass, le renforcement des fondements de l'ordre constitutionnel des deux républiques populaires en développant et en soutenant les institutions de la démocratie, de l'état de droit et de la société civile qui s'y trouvent, donc entre autres des choses comme la chambre civile. Intégration économique plus profonde avec la Russie, intégration complète des entreprises du Donbass avec l'industrie russe, intensification des liens socio-culturels, scientifiques, éducatifs et autres entre la RPD, la RPL et la Fédération de Russie, la prise de contrôle de la totalité des territoires des anciens oblasts de Donetsk et de Lugansk par la RPD et la RPL, c'est un point extrêmement important, c'est le 6e point, et soutien humanitaire, social, politique, défense des droits de l'homme et autres pour les Russes en Ukraine. Et alors c'est intéressant parce que ce 6e point dont je vous parlais à propos donc, de la libération des territoires du Donbass qui sont actuellement sous contrôle de l'armée ukrainienne, ça se reflète d'ailleurs dans la carte qui a été montrée un peu partout sur le forum, je vais vous la montrer maintenant. On voit que les deux zones qui sont indiquées en rouge à la frontière avec la Russie suivent exactement les contours des deux anciens oblasts de Donetsk et de Lugansk, et pas celui des frontières actuelles de la RPD et de la RPL. Donc c'est très très intéressant, je trouve, c'est tout un symbole. Comme je le disais lors du forum, il y a eu 2 députés russes qui étaient présents, ainsi que Margarita Simonian, donc la directrice en chef de RT. C'est elle qui, à mon sens, a fait le discours le plus poignant, puisqu'elle est allée sur la ligne de front, elle a discuté avec les gens, elle a été visiter un hôpital, et elle a exprimé la souffrance qu'elle a ressentie quand elle a discuté, quand elle a vu tout ça. Et son discours est très très poignant, donc je vous encourage à aller regarder la vidéo que j'ai sous-titrée en français. Vous avez l'entièreté du discours de Margarita Simonian, qu'elle a conclu par une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre un peu partout, qui était « Mère Russie, ramène le Donbass à la maison ». Ça a fait couler beaucoup d'encre et en Russie, et en Ukraine, et en Occident, etc., bien entendu. Le Kremlin a exprimé une position officielle via Peskov, qui est de dire « bah oui, c'est juste son opinion personnelle ». Bon, oui, si on veut, oui, c'est son opinion personnelle. Mais Margarita Simonian, c'est pas n'importe qui. Voilà, c'est quand même une journaliste, une rédactrice en chef qui est extrêmement écoutée en Russie, qui est un point important. Et la façon dont elle a fait son discours, qui est très très émotionnel, je pense que ça va avoir un impact sur les citoyens russes. Franchement, même moi qui ai vu pas mal de choses, je veux dire, ça fait bientôt 5 ans que je vis et que je travaille dans le Donbass, mais moi qui vis quand même pas mal d'horreur, son discours m'a quand même beaucoup touchée. Il y a eu, vraiment à la fin, quand elle a lancé son Mère Russie, en plus elle a dit Mère Russie, elle a dit Россия Matushka. Matushka, c'est mère, mais c'est presque petite mère. Matushka, c'est mère d'un côté un petit peu tendre, quoi. Et franchement, ça m'a donné envie de pleurer. Ça m'a donné envie de pleurer parce que ce qu'elle dit, c'est non seulement vrai, c'est non seulement juste et justifié, mais c'est aussi des paroles d'une profonde et sincère humanité. Ce qu'elle a dit, c'était vraiment très très touchant. Donc je vous encourage vraiment à aller regarder la vidéo. Je vous ai vraiment réduit le truc à l'essentiel, parce que sincèrement j'avais 2h30 de matériel vidéo, je vous ai fait une vidéo d'une demi-heure. Donc vraiment allez voir, franchement c'est très très intéressant. Je pense qu'il va y avoir maintenant une évolution des choses. Vladimir Solovyov, qui est aussi un autre journaliste russe qui n'a pas pu venir, mais qui a fait une intervention où il avait enregistré une vidéo qui a été diffusée. Ce même journaliste a ensuite, lors de son émission, qui est une émission de débat sur la chaîne publique russe, a dit quelque chose d'assez intéressant. Il a dit qu'en fait, il n'y a rien qui empêchait les sociétés russes qui sont déjà sous sanctions,
banques, industrie du complexe militaro-industriel, d'aller s'installer dans le Donbass, parce qu'en fait, ils sont déjà sous sanctions. Donc en fait, qu'elle s'y installe ou pas, ça ne changera rien pour elle. Là, on commence à voir en fait les limites de la politique de sanctions tout azimut de l'Occident, qui pourrait avoir des répercussions assez intéressantes. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais l'appel de Soloviev a aussi été remarqué, en plus de la déclaration de Margarita Simonian. Donc à suivre, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger dans le bon sens ici. Je vais revenir brièvement sur le coronavirus. En RPD, on en est à 20 343 cas, dont 1793 morts et 10 786 guéris. En RPL, on en est à 2597 cas, 228 morts et 2137 guéris. Et en Ukraine, on en est à 1 216 278 cas, dont 22 628 morts. Et ils sont toujours en train de tergiverser pour ne pas accepter le vaccin russe pour des histoires de russophobie. C'est magnifique. Magnifique. Je vous disais qu'il y a de nouvelles informations concernant le MH17. En fait, c'est des nouvelles informations qui sont sorties sur l'un des procureurs principaux du procès, Ward Ferdinand Dusseux, qui confirme que ce procès n'est qu'une parodie de justice. Alors, je vais reprendre l'histoire depuis le début, mais très brièvement. Donc, pour ceux qui auraient loupé les cours d'histoire en Argentine de 1976 à 1983, c'est la dictature militaire. Les opposants sont arrêtés et exécutés. Et l'une des méthodes qui est utilisée par la junte, c'est de jeter les gens dans l'océan depuis des avions ou des hélicoptères après les avoir drogués ou anesthésiés, bien entendu. Ces vols ont été surnommés les vols de la mort. Après le rétablissement de la démocratie, les responsables des crimes commis pendant la dictature ont été recherchés et poursuivis, mais aucun pilote des vols de la mort n'a pu être retrouvé et condamné. Et c'est dans ce contexte-là qu'en 2006, on a un pilote néerlandais, Jeroen Engelkes, qui travaille pour Transavia, qui rapporte que des collègues lui auraient raconté qu'un pilote argentino-néerlandais nommé Julio Posch aurait défendu les vols de la mort de la junte argentine lors d'un dîner à Bali en 2003. Donc là, on est sur du oui-dire, c'est machin qui a dit à Bidule que Trucmuche aurait dit que, voilà. Et donc sur base de tout ça, de ce petit oui-dire qui vaut rien du tout, dans un système de justice normal, ça part à la poubelle directement, eh bien la machine judiciaire va se mettre en branle contre Julio Posch. Parce que si machin indique Bidule rapporte qu'il a défendu les vols de la mort, peut-être que lui aussi il a jeté des gens dans l'océan. Et donc en 2008, ce cher Ward Ferdinand Dusseux, fraîchement diplômé de droit international, droit pénal international, ça a été diplômé à peine 3 ans plus tôt, il part avec des policiers néerlandais en Argentine pour ouvrir une enquête. Comme aucun pilote ayant effectué ces vols de la mort n'a pu être traduit en justice, clairement l'Argentine est super intéressée. Ils se frottent les mains, ils disent cette fois on va en choper un. Mais à ce stade-là, ni les Argentins ni les Néerlandais n'ont de dossier pénal ou d'enquête sur Julio Posch. Je veux dire, ils ont que dalle, ils ont juste le oui-dire de ce pilote qui rapporte que Bidule lui aurait rapporté que. Voilà. Donc ils décident d'enquêter et de décider plus tard quel pays serait le plus à même de traiter l'affaire. Et là, la même année, l'Argentine demande l'extradition de Posch. Ils ont même pas eu le temps de lancer une vraie enquête sérieuse que Buenos Aires veut déjà mettre la main dessus. Je rappelle, donc à ce stade, ils ont que des oui-dire. Le problème, c'est que Posch a aussi la nationalité néerlandaise et que le traité d'extradition entre les deux pays ne prévoit pas l'extradition de ses propres ressortissants. Donc pour Ferdinand Dusseux, c'est pas un souci. Malgré la faiblesse du dossier, il propose une astuce aux Argentins. C'est de dire, écoutez, vous nous demandez les infos sur les vols sur lesquels Posch est pilote, et puis vous le faites arrêter dans un autre pays et extrader depuis là-bas. Comme ça, hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Chose qui sera faite en 2009, voilà, alors que Posch vole pour sa dernière fois avant sa retraite. Il est arrêté en Espagne où il sera extradé vers l'Argentine où il croupira pendant 8 ans en prison avant d'être innocenté à l'unanimité par 3 juges. Il n'y avait aucune preuve contre lui, mais aucune, rien, nada, que dalle. Bon, depuis, Posch a lancé une procédure pour se faire indemniser et recevoir des excuses de l'État néerlandais pour cette extradition déguisée. Et quand on se dit que le procureur qui a permis cette monstrueuse erreur judiciaire est désormais l'un des procureurs principaux du procès du MH17, il y a quand même de quoi se poser des questions sur le procès en question. Parce que là, le Ward Ferdinand Dusseux, c'est quand même un mec qui n'a pas hésité à en envoyer un autre croupir en prison pendant 8 ans, en Argentine, en plus, c'est pas des sinécures les prisons argentines, sans qu'il y ait aucun élément de charge probant
pour justifier une telle violation de ses droits. Tout ça pour avoir enfin un pilote des vols de la mort traîné devant la justice. Alors moi j'ai un peu de mal à pas faire un parallèle avec le procès du MH17 où on cherche, semble-t-il, à avoir un coupable à tout prix, quitte à condamner des innocents plutôt que de rechercher réellement la vérité. Bon, c'est clair que si c'est ce que veulent les Pays-Bas, c'est-à-dire un procès spectacle plutôt qu'un procès juste et équitable, effectivement, le procureur Ferdinand Dusseux était l'homme parfait pour l'instruction de l'affaire. Là, vous avez bien choisi le mec, mais ça veut dire que vous risquez de reproduire le même genre d'erreur judiciaire qui un jour va vous péter à la gueule, comme l'histoire de Julio Poche. Voilà, sauf que ça va avoir une toute autre portée, parce que le dossier du MH17, c'est bien plus grave que le dossier de Julio Poche, quand même. Alors, on parle quand même de 300 morts et d'une affaire à portée internationale. Là, vous jouez avec le feu, quand même. Voilà, je vous le dis gentiment. Et puis donc Navalny. Ah, Navalny. Donc bon, je voulais déjà vous en parler la semaine dernière, mais bon, voilà, je me suis blessée et j'ai pas pu vous faire ni le site rep, ni un article et un debunking détaillé avant que Xavier Moreau de Stratpol ne le fasse. Donc je vous envoie regarder sa vidéo qui est très bien faite, qui montre que le dossier tient pas la route depuis 2 secondes. D'ailleurs, je le félicite de l'endurance dont il a fait preuve et du courage pour s'infliger, comme il le dit lui-même, le visionnage complet, à plusieurs reprises même, du torchon vidéo de Navalny. C'est quand on doit débunker des trucs comme ça, je confirme, c'est une souffrance, je vous raconte pas. Bon, clairement, ça montre que son retour en Russie, c'était juste pour déstabiliser la situation dans le pays, puisque il a appelé les gens, et surtout les jeunes, pour pas dire des enfants, à manifester pour exiger sa libération après la vidéo d'une pseudo-enquête contre Poutine qui a été publiée après son arrestation, mais qui donc avait été filmé quand il était encore en Allemagne. Bon, comme le reste de ces enquêtes, c'est du fake. Bon, le bâtiment dont il parle, il a été prouvé qu'il appartient à un oligarque et pas du tout à Poutine. Je vais y revenir. C'était déjà prouvé en 2011 que ça lui appartenait pas. Donc, les images qu'il montre sont des simulations 3D et pas du tout des photos réelles de l'endroit. Je veux dire, ils se sont basés sur les plans qu'ils ont obtenus d'architectes et ils ont recréé complètement en 3D selon leur fantaisie du moment. Ils ont même fait un truc avec la piscine où tu vois la piscine où Poutine serait censé nager. En fait, tu reconnais le Poutine en train de nager. C'est une photo dans une rivière en Russie, très célèbre. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le schmilblick. À un moment, il te montre même une énorme bibliothèque, comme si c'était celle du palais de Poutine, sauf que, en fait, il s'agit de la Bibliothèque nationale tchèque. Donc pour tous les détails, je vous renvoie à la vidéo de Xavier Moreau. Franchement, il a très bien détaillé. Il n'y a rien qui prouve que c'est le truc de Poutine. Voilà, il te dit oui, mais il y a machin qui est le beau-frère de la tante, du cousin par alliance, du super pote de Poutine, qui a des parts là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est n'importe quoi. Donc bon, tout le monde s'est un peu foutu de leur gueule, parce qu'il y avait plein de trucs qui tenaient pas la route. Et là, fin de cette semaine-ci, patatras, la chaîne MASH, puis la chaîne publique Rossiya Adin se sont rendus sur place et ont montré que il y a que des murs nus. Je vous montre vite fait comme ça quelques images des vidéos. Tout est encore en chantier. Ça n'a rien à voir avec ce que Navalny a montré dans sa vidéo. T'as juste les murs. Les murs, le sol. Point. C'est tout ce qui est prêt. Voilà. Alors là, clairement, ils se sont pris une grosse claque dans la tête, niveau des bunkings, et donc l'équipe de Navalny et Bellingcat, qui montre encore une fois qu'ils sont bien juste un organe de propagande de la CIA et du MI6, ont essayé en catastrophe de se rattraper aux branches. Alors, tenez-vous bien, parce que ça aurait mérité d'être pendant ce temps-là Kiev, mais comme ça va dans la news, voilà, pour vous montrer à quel point c'est du délire, je vous l'ai laissé dedans, donc préparez-vous quand même, vous avez de quoi vous pisser de rire dessus, parce qu'ils ont dit que, mais si, c'est conforme à ce que a dit Navalny, puisque Navalny avait mentionné que tout avait dû être refait à cause d'un problème de moisissure. Bon, alors, les gars de l'équipe de Navalny et de Bellingcat, j'ai envie de vous dire, ceux qui ont une belle gueule de moisissure, c'est vous. Non, parce que vous regardez la vidéo de MASH ou celle de Rossiya Adin, d'où tu arraches complètement les moulures, les tentures, le parquet par terre,
tu mets pas les murs et le sol complètement à nu pour un problème de moisissure. Hein, allô, jamais de la vie tu déglingues un parquet hors de prix, des moulures ou des trucs comme ça pour un problème de moisissure. Jamais. Tu enlèves ou tu traites les zones qui sont touchées, hein, selon ce qu'il est possible de faire. Tu règles ton problème de ventilation, parce qu'ils disent que c'est un problème de ventilation qui marche pas bien, et c'est marre. Hein. Non mais sérieusement, c'est quoi vos moisissures pour avoir nécessité une démolition pareille ? C'est un champignon mutant venant de Tchernobyl ou quoi ? Non, parce que si c'est le cas, pour être sûr de l'éradiquer, fallait peut-être raser complètement le château à blanc à coups de napalm ou de bombes nucléaires, hein ? Non, mais pour être sûr, non mais sérieusement, t'as un problème de moisissure, tu vas pas arracher tout du sol au plafond pour enlever des moisissures. Non. Ou alors votre moisissure, c'est un machin mutant. Enfin, je veux dire, c'est du délire. Et puis votre moisissure, elle explique pas pourquoi le portail d'entrée que vous montrez dans la vidéo, qui arbore les armoiries du Monténégro. Oui, non, parce que non, ce qu'on voit sur la vidéo de Navalny, hein. Je vous montre l'image là. L'aigle à deux têtes au-dessus, c'est pas l'aigle russe, hein. Non, c'est les armoiries du Monténégro. Hein, on voit la différence, hein, l'aigle à deux têtes russe, bon déjà au centre c'est Saint-Georges qui tue le dragon, là pas du tout, on voit que c'est un truc à quatre pattes, c'est un aigle, c'est un lion, et on voit que les deux têtes d'aigle n'ont pas les deux petites couronnes que tu as sur les armoiries russes. Ah, donc voilà, donc déjà les armoiries du Monténégro sur un château qui est censé appartenir à Poutine, tu comprends pas ce que ça vient foutre là, et ça montre bien que c'est un montage en 3D et qu'ils ont fait ça à la vas-y comme je te pousse. Et donc, comme je disais, votre histoire de moisissure, là, ça explique pas pourquoi le portail a disparu. Hein, pourquoi il n'est pas là sur la vidéo de Mâche ? On voit clairement que l'entrée, t'as juste une énorme arche et il n'y a pas de portail. Hein, à moins que votre moisissure, elle bouffe aussi le métal. Non, mais parce que là, rayon explication débile, je m'attends à tout de leur part. Hein. Pareil pour la grossière erreur de traduction. Depuis l'anglais, hein, où le vestiaire qui se dit mudroom s'est transformé en stock de boue, hein, en russe, que l'équipe de Navalny essaye de faire passer pour un vrai stock de boue pour le spa. Bon, les mecs, vu le merdier que vous avez entre les deux oreilles, il n'y a pas besoin de stock de boue en fait. Hein. Il suffit de vous installer dans la pièce et puis quand on en a besoin, on vous fait pencher la tête sur le côté et puis la boue sortira par une oreille ou par l'autre au choix. Hein. Il n'y aura pas de problème. Et puis, pour finir de vous enfoncer après que vous ayez insulté, parce qu'ils ont insulté en plus le journaliste de Mâche qui a été le premier à publier une vidéo de l'endroit, hein, il a fait son boulot le mec, hein, correctement d'ailleurs, ils l'ont traité de propagandiste de Poutine, enfin bon, tout ce que tu veux. Hein. Donc le mec, il a décidé de vous mettre un aller-retour dans la tête, hein, parce que en plus d'avoir été visiter l'endroit en vrai, lui, hein, pas juste des rendus 3D en mode on couche tous nos fantasmes là-dessus et puis voilà, hein, lui il a retrouvé le véritable propriétaire de ce futur hôtel de luxe. Oui, parce que c'est pas du tout le palais de Poutine, c'est un futur hôtel de luxe, comme beaucoup de gens s'en doutaient, d'ailleurs vu les plans. Le propriétaire c'est Arkady Rotenberg, qui l'a même interviewé. Là, je vous mettrai le lien vers l'interview en russe, hein, qui est sur la chaîne Telegram de Mâche. C'est un homme d'affaires russe qui est bien connu, hein, donc c'est pas Poutine. Hein. C'est pas parce qu'ils se connaissent que ce qui est à Rotenberg est à Poutine. Hein. Si mon meilleur ami a une Ferrari, ça veut pas dire que j'ai une Ferrari. C'est juste que mon meilleur ami a une Ferrari, je suis contente pour lui, voilà. Mais ça veut pas dire que moi j'en ai une. Hein. Je veux dire, faut arrêter les conneries, hein. C'est du grand n'importe quoi. Le nombre de vues qui a été brandi comme une preuve que ça intéresse les Russes, en fait ça veut rien dire. Parce que acheter des centaines de milliers, voire des millions de vues sur YouTube, c'est très facile. Hein. Je vous montre même une petite grille de prix. Hein. Les mecs se cachent même pas, hein. Je veux dire, tu peux trouver les sites très facilement. Alors pourquoi je pense à ça ? Je soupçonne beaucoup Navalny d'avoir recours à ça et aux faux followers pour une raison. C'est que son nombre d'abonnés monte à la verticale pendant quelques jours alors qu'il stagne le reste du temps. Si on compare par exemple avec Russia Today qui a une évolution naturelle, la différence elle saute aux yeux. Alors, je vous montre les courbes, hein, ça vient d'un site de statistiques publiques. Voilà. Pareil pour le nombre de vues qui explose pour cette vidéo par rapport aux autres, ce qui est
totalement anormal. Même si le fait qu'il y a Poutine dans le nom, clairement, ça va faire tomber des gens dessus. C'est quand même très bizarre. L'utilisation de bots, je pense, d'ailleurs, justifierait pourquoi le temps de visionnage est aussi court. Hein. C'est ce qu'a d'ailleurs dit Xavier Moreau dans sa vidéo d'analyse. On voit clairement que les gens n'ont pas visionné la totalité du truc. Voilà, donc ça serait bien compatible avec l'utilisation de bots, tout simplement. Donc, bref. Donc un énorme fake, un énième, hein, pour changer. Donc suite à cet énorme fake, donc Navalny et ses patrons occidentaux donc, ont utilisé TikTok, mais aussi des nanas qui fournissent des photos porno sur OnlyFans. Non, je vous jure, c'est pas une blague. Je vous montrerai pas, hein, parce que non, je suis désolée, j'ai pas envie de faire sauter ma vidéo. Pour pousser des ados et même des gamins à aller manifester. Donc Zyuganov, le chef du parti communiste, qui est le premier parti d'opposition à Poutine, et pas du tout le père Navalny, hein, a condamné ses appels à envoyer des gosses au casse-pipe dans les manifestations. On a eu des personnalités, y compris ukrainiennes, comme Alexei Jouravko, que j'avais traduit, qui ont appelé les Russes à ne pas tomber dans le piège, qui est en fait une tentative de Maïdan en Russie. Bon, il semble que ça a été entendu, que bon, les Russes sont quand même pas trop cons, ça n'a pas trop marché. Hein, même avec le soutien de l'ambassade américaine, qui avait donné les lieux, les heures précises, des manifestations, et puis les succubes d'OnlyFans qui promettaient une photo d'elle à poil à ceux qui pouvaient être allés dans les manifs à coup de selfies devant les manifestations. Ils étaient à peine quelques milliers à Moscou, sur quand même 12 millions d'habitants, donc ça fait même pas 1%. Pareil dans la plupart des grandes villes, en périphérie et même en Sibérie. Là aussi, Xavier Moreau a fait une très bonne vidéo d'analyse à ce sujet, je vous encourage à aller la voir sur la chaîne YouTube de Stratpol. Ça a été un bide, je veux dire, c'était vraiment la catastrophe. Les policiers russes ont été très calmes. Moi j'ai vu des vidéos avec des colonels de la police parler aux jeunes pour leur dire mais vous vous êtes fait manipuler, vous avez rien à faire là, ça peut être dangereux, il peut vous arriver des bricoles, rentrez à la maison. À Moscou, ils ont même distribué des masques pour que les gens se protègent du coronavirus. Et alors, France Info, toujours dans la propagande, parlait du fait que des manifestants auraient été matraqués et arrêtés à Vladivostok, en oubliant de mentionner que certains ont attaqué les policiers dans le dos. Il y a des vidéos qui le montrent, et que donc c'est un petit peu logique que la police, réponde, les arrête. Je veux dire, t'attaques des policiers, partout dans le monde, tu finis devant le tribunal. Voilà. En plus, les participants à Vladivostok étaient parfaitement ignobles, puisqu'ils jetaient carrément des cônes de chantier contre les policiers, et ensuite ils partaient se cacher derrière une chaîne d'enfants qui était en première ligne. Voilà. Donc ça vous en dit long quand même sur les méthodes de ces gens-là. Moi, les gens qui défendent Navalny, les grands démocrates, non, tu te caches pas derrière les gosses. Ça c'est... Non, ça c'est... Non. À Moscou, ils ont lancé des boules de neige, des bouteilles en plastique, et puis ils ont commencé à insulter les policiers. Bon, ils ont été arrêtés, c'est normal, les manifestations n'ont pas été autorisées, déjà parce qu'il y a le coronavirus, donc je veux dire, comme partout en Europe. Et puis en plus, quand tu insultes et jettes des projectiles sur les policiers, tu te fais arrêter. Pour ceux qui hurlent au déni de démocratie, je rappelle qu'en France, si tu participes à une manif non déclarée, ça te coûte 135 € d'amende. Et les organisateurs, eux, peuvent même faire de la tôle. Ce qui est le cas en Russie aussi. Non, ils ont à peu près les mêmes lois que nous. Donc là, les coordinateurs et organisateurs ont été arrêtés et risquent la prison. Il y a aussi de magnifiques nazis, d'ailleurs, tiens, dans ces manifs, je vous en montre un. Là, ils comptent remettre ça ce week-end, demain. Donc il y a des stations de métro qui seront fermées à Moscou. Je pense que ce sera de nouveau un bide avec 3 pégus, parce qu'en fait, tout le monde s'en fout de Navalny, en fait. C'est pour ça que l'histoire du score de sa vidéo YouTube, il y a un truc qui colle pas, quoi. Je veux dire, si réellement il y avait 100 millions, maintenant ils sont 100 millions, soi-disant, de personnes à l'avoir vu, soit il n'a pas convaincu grand monde, soit il a vraiment utilisé des bots de manière massive. Il ne serait pas le premier d'ailleurs, il y avait un rappeur, je crois que c'est indien ou pakistanais, qui avait admis avoir acheté 72 millions de vues pour un de ses clips vidéo. Tu te rends compte, c'est hallucinant, quoi. Bref. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va faire un gros flop. On a réussi à envoyer chier les Occidentaux qui ont exigé la libération de Navalny. Le mec est un escroc, il était en prison avec sursis.
Il a violé les conditions de son sursis, donc c'est normal qu'il soit arrêté. Hein. Je veux dire, il y a des lois en Russie, hein. C'est pas parce qu'il s'appelle Navalny qu'il a le droit de violer toutes les lois. En plus, quand il a eu son histoire de soi-disant empoisonnement bidon au Novichok, il devait être auditionné pour les insultes qu'il a proférées à l'encontre et la diffamation qu'il a proférée à l'encontre d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui avait participé à des vidéos de promotion des changements à la constitution russe, hein. Donc ça avait provoqué un choc chez ce pauvre monsieur qui avait fait, je crois, une crise cardiaque. Je veux dire, il doit répondre de ça aussi, quoi. Je veux dire, t'insultes pas un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a risqué sa vie pour vaincre l'Allemagne nazie, quoi. Je veux dire, mais t'es quel connard pour faire ça, quoi. D'accord, c'est ça, ce mec que les nanas comme Galina Ackerman ou les BHL et tous les autres trous du cul soutiennent. D'accord, c'est un mec qui insulte les vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui se sont battus contre l'Allemagne nazie. Voilà. Donc là d'ailleurs il doit passer là bientôt en audition, je crois que c'était en fin de cette semaine ou début de semaine prochaine, il doit passer au tribunal pour cette histoire-là. Hein. Il va pas y échapper. Hein. Ça commence un peu à bien faire. Bref. Et donc, comme je le disais, on va parler surtout de la situation en Ukraine, où la situation est tellement merdique que les habitants le disent ouvertement à la TV, hein, ce qui est assez dangereux pour eux, parce que si le SBU leur tombe dessus, ils risquent gros. La semaine dernière, c'est Mikhail, un courageux habitant de Kharkov, qui a balancé la vérité sur la situation en Crimée, en Ukraine et en Russie, en plein direct de la chaîne ukrainienne Nash. L'émission était au départ sur la situation aux États-Unis, l'investiture de Biden, et quel impact ça va avoir pour l'Ukraine. Bon, il a très vite dévié en disant que, vu la démocratie, entre guillemets, que sont les États-Unis, l'Ukraine ferait mieux d'écouter ce qui se passe à l'Est plutôt qu'à l'Ouest, et c'est là qu'il a déballé un grand moment de vérité en direct par téléphone. Il se trouve que ce cher retraité a un frère, lui aussi retraité, mais qui vit en Crimée. Et que si avant leur retraite était équivalente, il a expliqué que maintenant celle de son frère est 8 fois plus élevée que la sienne. Il a expliqué que voilà, la Russie répare les routes, qu'ils ont maintenant le capital maternité, hein, donc c'est une somme d'argent qui est donnée à la naissance d'un enfant, que les factures de charges communales sont plusieurs fois inférieures, et que les Tatars de Crimée peuvent maintenant recevoir un enseignement dans leur langue maternelle, ce qui n'était pas le cas à l'époque de l'Ukraine. Hein, ouais, voilà, ça en dit long quand même, hein, sur les histoires de l'Ukraine qui veut défendre les droits des Tatars soi-disant opprimés par la Russie, bref. Au fur et à mesure, le présentateur fait la gueule, hein, de plus en plus. Résultat, il contre-attaque à un moment en disant que oui, mais bon, si la situation est aussi super en Crimée, c'est parce que la Russie subventionne lourdement la région. Et qu'ailleurs en Russie, c'est pas pareil. Sauf que, pas de bol, le brave retraité de Kharkov a aussi des membres de sa famille qui vivent ailleurs en Russie, et qu'il a dit que même dans les villages les plus reculés, la vie y est meilleure qu'en Ukraine. Là, quand même, là, ça pue, quoi. Donc là, le Mikhail conclut en disant que ce qui se passe en Ukraine est un génocide, et que des dizaines de millions de personnes ont fui le pays pour pouvoir vivre correctement. Donc, là, c'était un peu loupé, là, pour le coup, voilà. Et donc, non seulement les habitants dénoncent le merdier ukrainien, mais même les propagandistes pro-Maïdan, comme ce cher Dmitry Gordon, vous savez, celui qui avait dit que Soloviev, justement, lui avait jeté un mauvais sort, même lui, il a tenu un discours des plus étranges, puisque donc, je le rappelle, ça y est, la fameuse loi qui oblige les sociétés de services à parler à leurs clients uniquement en ukrainien est entrée en vigueur, hein, donc sauf demande expresse de la part du client, tu dois maintenant lui parler uniquement en ukrainien, hein, ce qui ravit les néo-nazis ukrainiens qui cherchent l'occasion de pouvoir faire des scandales dans les magasins, dans les zones russophones. Hein. Ce qui a d'ailleurs déjà eu des conséquences pour les travailleurs d'un certain nombre de ces sociétés, hein, qui se sont fait virer, parce que ceux qui ne parlaient pas l'ukrainien suffisamment, les patrons ont préféré les virer plutôt que de risquer de se prendre une amende. D'accord ? C'est bien, ça s'appelle la discrimination. C'est super. Et donc, suite à l'entrée en vigueur de cette loi, on a eu Gordon qui a littéralement défendu la langue russe en direct sur un plateau TV. Il a critiqué l'ukrainisation de force, en disant que ça pourrait mener à l'éclatement de l'Ukraine, en exacerbant le séparatisme. Il a dit, bah ouais, mais c'est ok, parler l'ukrainien à Lvov, oui, d'accord, c'est normal. Mais il dit, mais à Odessa, les mecs, ils sont tous russophones, ça va provoquer juste du mécontentement, et donc du séparatisme, et donc ça va jeter une partie du pays dans les bras de la Russie. Il en est même venu à dire, oui, mais la langue russe et le peuple russe, c'est pas Vladimir Poutine, faut dissocier, faut pas jeter en gros le bébé avec l'eau du bain. Alors, vu l'étrangeté de la tirade de Gordon, parce que le mec est quand même pas avare
de russophobie quand même. Hein. J'en ai discuté avec une collègue il s'avérait qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, la majorité du public de Gordon, ce sont des russophones. Et donc en fait, il est logique qu'il n'ait pas envie de perdre les 3/4 de son audience. Il n'est pas le seul. Il y a plusieurs blogueurs ukrainiens qui, après 2-3 posts exclusivement en ukrainien pour faire « Ah, vous voyez, on respecte la loi », sont vite revenus aux Russes quand ils ont vu leurs statistiques de vues et de likes se casser la gueule littéralement. Voilà. Non, mais le pragmatisme et la réalité, je vous ai dit, au bout d'un moment, la réalité et les faits finissent toujours par se rappeler aux gens qui vivent complètement à Bisounours-land. Voilà. Bon, faut dire qu'en Ukraine, les scandales se suivent et se ressemblent. Ils montrent que le pays plonge de plus en plus dans la corruption et le non-droit. Le dernier scandale en date, c'était le 22 janvier, un colonel du SBU qui a été arrêté pour avoir organisé le meurtre d'un général du SBU. Ils se bouffent entre eux. Voilà. Donc c'est le colonel Rassiuk qui a été arrêté au moment où, semble-t-il, il allait remettre 50 000 $ à celui ou ceux qui avaient accepté le contrat. Donc c'était même un meurtre sous contrat. Il semble que le véritable commanditaire serait un ancien chef du SBU, Neskoromny, qui aurait trouvé refuge en Europe après avoir été mis au courant de ce qu'il attendait, de la provocation qui se tramait contre lui, d'après ses propres propos. Donc cette tentative de meurtre, ou en tout cas ces accusations de tentative de meurtre, seraient liées à l'argent que le SBU extorque aux sociétés d'import-export pour blanchir leurs affaires pas très légales. En tout cas, cette sordide affaire montre que le pourrissement du SBU lié à la corruption, à la protection de la contrebande, au blanchiment d'argent sale et à l'utilisation des pouvoirs des structures officielles pour piller les entreprises du pays n'a fait que s'intensifier sous la présidence de Zelensky. Non seulement lui et son équipe n'ont pas du tout réussi à éradiquer la corruption, mais ça s'est même développé de plus en plus. Enfin, je veux dire, on a maintenant une corruption qui est encore pire qu'à l'époque de Yanukovych. Donc il semble qu'effectivement Neskoromny est bien en Europe, puisqu'une conférence de presse a été annoncée à Bruxelles le 2 février en son nom, durant laquelle il compte dévoiler les scandales de corruption de l'Ukraine. Je pense que ça va être croustillant, je vais me pencher sur ce qu'il va raconter, je pense qu'on va avoir du lourd. Je pense qu'on va avoir du très lourd. Et donc là j'ai deux pendant ce temps-là à Kiev. Je vous gâte là pour rattraper la semaine dernière. Alors le premier, c'est que l'Ukraine va être mise au rebut et vendue au poids du métal. Non, pas le pays. Le bateau du même nom. Oui, parce qu'ils ont un croiseur qui s'appelle l'Ukraine, hein, voilà, qui est le plus grand du pays, mais qui a jamais été fini et qui rouille en fait depuis 30 ans dans le chantier naval de Nikolaïev. Et comme les autorités ukrainiennes n'arrivent pas à finir la construction parce qu'ils n'ont pas un bal, ils ont décidé de s'en débarrasser. Voilà, ils ont décidé de le désarmer et puis de le vendre, ou de le mettre au rebut. Donc en fait le truc va être démonté et puis vendu au poids du métal. Voilà. Alors, du fait que le navire s'appelle Ukraine, c'est quand même niveau symbole pas très top quand même, hein. Non, ça pourrait bien symboliser le destin qui attend le pays quand même. Voilà. Et le deuxième pendant ce temps-là à Kiev, c'est Leonid Kravchuk, l'ancien président ukrainien, et donc qui est à la chef de la délégation ukrainienne à Minsk, qui nous l'a offert, parce qu'il semble être déjà atteint de sénilité, comme ce cher Joe Biden. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que la RPD et la RPL allaient remettre unilatéralement des prisonniers à l'Ukraine via Medvedchuk. C'est Medvedchuk qui a négocié ce truc-là. Donc, principalement des prisonniers qui sont très malades, des personnes âgées, des femmes. Comme je vous l'avais dit, Kiev n'a pas trop apprécié l'initiative de Medvedchuk parce qu'ils sont en train de passer joyeusement pour des cons. Et donc, Kravchuk a expliqué que le truc se fera pas en disant ce qui suit. Accrochez-vous bien et écoutez bien ce qu'il dit. Il dit donc cet avion qui est censé ramener des gens n'est pas parti. Non pas parce qu'il n'y a pas de carburant ou autre chose, une question simple se pose, qui vole dans cet avion ? Ces personnes ont-elles un passeport ? Sont-elles inscrites dans le registre approprié ? Ce n'est pas seulement un voyage à cheval, c'est très loin, et c'est une route interétatique. D'abord, ils volent de Donetsk à Rostov-sur-le-Don, puis de Rostov-sur-le-Don à Minsk, et ensuite de Minsk en Ukraine. Rien qui vous a choqué là ? Léonide. On va avoir un petit souci pour t'envoyer les gars par avion jusqu'à Rostov. T'as juste oublié, dans ta sénilité déjà grandissante, l'aéroport de Donetsk qui a été transformé en champ de ruines en 2014.
Hein, il y a des gens qui ont mis dans des tweets l'article où on voit Kravchuk en train de sortir cette connerie, et une photo de l'aéroport de Donetsk où on voit un ch'ta en mode quoi, faire partir un avion de l'aéroport de Donetsk. Non, allô, il n'y a aucun avion qui décollera de cet aéroport qui en plus situé sur la ligne de front. Hein, je rappelle, la ligne de front passe par la piste de l'aéroport. Voilà, c'est... Non. En plus, pour les échanges de prisonniers, on n'a pas besoin de vous les envoyer par avion. Hein. Surtout avec ton chemin tarabiscoté, là. Je veux dire, on vous les enverra par la route, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà. Non, les avions qui décollent de l'aéroport de Donetsk. Là, franchement, ça a fait rigoler tout le monde. Hein. Non. Non. Vu l'état de l'aéroport, il n'y a pas d'avion qui va décoller de là avant très longtemps. Voilà. Et ce mec-là est chef de la délégation ukrainienne à Minsk. Hein. Voilà, vous comprenez pourquoi il n'y a rien qui avance. Hein. Voilà, il est déjà atteint Alzheimer. Ça commence bien. Donc voilà. Comme je vous le disais, donc, j'ai traduit le discours de Vladimir Poutine à Davos. Je vous encourage à aller le lire. Il est super intéressant. Autre texte intéressant, c'est l'analyse de Dmitri Medvedev sur la situation aux États-Unis que j'avais traduit la semaine précédente. Je vous encourage aussi à aller lire cette analyse extrêmement pertinente et extrêmement intéressante. Voilà, donc maintenant on va reprendre les sites web de manière régulière hein, et les articles, même si je travaille un peu plus lentement que d'habitude puisque je n'ai qu'une main sur deux. Mais voilà. Donc voilà un peu la situation, on va voir un petit peu comment la doctrine du Donbass russe va maintenant se manifester de manière concrète dans la vie des deux républiques, donc République populaire de Donetsk et celle de Lugansk, hein, puisque la RPL aussi adopte cette doctrine. Mais en tout cas c'est un pas très très positif, je trouve que le discours de Margarita Simonian était vraiment très touchant, et je pense qu'il va avoir un impact. Margarita Simonian est quelqu'un qui est quand même très écouté en Russie, donc je pense que les choses vont évoluer dans la bonne direction. Voilà. Bon, il y a quand même toujours une crainte d'un risque de reprise des hostilités, parce que voilà, maintenant c'est Biden à la Maison Blanche, et que Biden... Bon, c'est les néocons, hein, voilà, donc on s'attend pas vraiment à une volonté de paix de sa part, hein, c'est quand même un grand soutien de l'Ukraine post-Maïdan. D'ailleurs, lors de sa conversation téléphonique avec Poutine, l'équipe de Biden a dit qu'ils avaient des désaccords extrêmement profonds concernant le Donbass, donc je ne rien d'étonnant. Donc on va voir, situation à suivre, et donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation sur le Donbass. Et d'ici là, portez-vous bien.